ça voulait dire la même chose. Donc je me suis retournée et j'ai vu sur le pas de la porte un militaire allemand qui avait des yeux d'une cruauté, encore maintenant, plus j'y pense, plus je vois ses yeux d'une cruauté. Et il m'a dit « Aufstehen und schnell », autrement dit « debout et vite », si bien qu'avec ma camarade, puisqu'on était 2 par chambre, eh bien on n'a même pas eu le temps de s'habiller, on est resté en chemise de nuit, on a décroché un manteau, et on l'a regroupé, on a tout été regroupé à l'entrée du bâtiment, dans le vestibule d'en bas. On nous a compté 36 fois, et quand on nous a donné l'ordre qu'il y avait un camion devant la porte, qu'il fallait sortir et grimper dans le camion, eh bien une de nos camarades s'est écroulée avec une crise d'épilepsie. Alors là, ça a été encore un blocage terrible, parce qu'on ne savait pas, on ne connaissait pas, et c'est vraiment effrayant. Quand on a des enfants épileptiques, maintenant il y a des traitements qui sont quand même, les crises sont quand même plus rares, et il y a des médicaments pour calmer les crises. À l'époque, il y a 70 ans, c'était pas du tout comme c'était. Et quand Raymond elle est revenue à elle, normalement, eh bien, on est monté dans ce camion bâché, entouré de plein de tractions noires qui nous entouraient, un militaire allemand avec un fusil mitrailleur au travers de la poitrine, et nous, les scouts, on est partis en chantant, entre la Marseillaise et ma blonde. Je crois que le temps d'arriver du 5e arrondissement derrière le Luxembourg à Drancy, on n'a pas mis des heures, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bouchon, il n'y avait pas à l'époque, et quand on est rentré dans le camp de Drancy, on a chanté encore un peu plus fort, on a réveillé tout le camp, et quand le camp a été réveillé, interdiction de sortir ni rien. Donc, comme vous n'êtes pas venu non plus à Drancy, non plus. Ces portes ouvertes avec à visiter Paris, il y a peut-être une exposition peut-être un peu plus importante, mais à Drancy, il y a beaucoup de choses à voir avec des appareils ultra modernes, et c'est gratuit et portes ouvertes. Je referme, je ne suis pas sponsorisée. Donc, quand nous, on est arrivés à Drancy, alors c'est une grande galerie en U, ce sont des anciennes HLM qui n'ont jamais été bien construites, le ciment n'était pas conforme et tout, c'était inhabitable, puisque à l'époque, il y avait 5 gratte-ciel derrière ces bâtiments, où logeait la gendarmerie, parce qu'on ne pouvait mettre personne, parce que quand on a mis l'eau courante, toutes les canalisations ont éclaté. Donc il n'y avait pas d'eau non plus dans les gratte-ciel, et tout autour du camp, où on a mis des prisonniers, on a mis des juifs, pardon, prisonniers, eh bien, les grandes chambrées comme votre pièce ici, à peu près, il y avait à peine de la lumière, il n'y avait pas d'eau, et il n'y avait pas de sanitaire, autrement dit, il n'y avait pas de toilette. Il y avait dans la cour le château rouge, c'est-à-dire des WC. D'un côté, les femmes rentraient, mais c'était l'un ne pouvait pas voir ce qui se passait de l'autre côté. Il y avait des murs, il y avait une entrée pour les femmes, une entrée pour... Et on ne pouvait pas aller aux toilettes quand on voulait. Hein. C'était réglementé, ça a commencé à aller très mal. Et à Drancy, les 10 jours que nous sommes restés, c'était la canicule. Toute la journée, c'est des vitres, et toute la journée, le soleil tape à l'intérieur. Interdiction de faire descendre les enfants dans la cour. Brunner ne supporte pas leurs pleurs, ne supporte pas non plus leur sourire et leur rire. Donc interdit. Et les monitrices nous ont demandé, aux grandes, dont j'ai fait partie, si on voulait bien s'occuper de faire jouer ou de les faire chanter ou de faire quelque chose avec les enfants, parce que comme il n'y avait pas de linge, ils n'avaient que ce qu'ils avaient sur le dos à l'époque, d'entretenir leur petit linge pour que les enfants soient propres, qu'ils ne se contaminent pas les uns les autres, etc. Donc, on l'a accepté. Elle l'avait toute la journée, puisque dès que la bouffe est mauvaise, les gamins sont tous malades, ont tout de suite mal au ventre. Donc, il faut les tenir propres pour ne pas encore contaminer ou avoir d'autres maladies qui se propagent très vite. Donc on s'est occupé, on l'a joué avec les gamins, on les a fait chanter aussi. Et comme nous on était toujours en chemise de nuit aussi, Madame Mortier, notre directrice, a eu l'autorisation le 3e jour d'être accompagnée par 2 militants de la surveillance, 2 hommes du camp, de l'accompagner en voiture, dans une camionnette, à rue Vauclin pour chercher nos affaires. Alors, elle n'a pas trouvé de valise, elle n'a pas trouvé de sac à dos. Qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Mortier? Elle a tiré un drap, puisqu'on était réveillés en pleine nuit. Elle a vidé les placards et elle a fait les baluchons avec nos affaires. Et avant de sortir, c'est les 2 messieurs qui l'ont accompagnée, ont ouvert la porte du bureau, ont demandé c'est le bureau. Madame Mortier a dit oui, oui, c'est mon bureau.
Et ils sont rentrés et ils ont attrapé le cahier de présence. Donc ils reviennent au camp de Drancy, on vide la camionnette, on monte ça au 2e étage, on ouvre les baluchons, chacune récupère ses affaires, et le chef d'escalier prendra le cahier de présence et fera l'appel dans la chambrée. Donc toutes mes 32 camarades ont répondu présentes, sauf moi. Moi j'ai été acceptée en tant que bénévole et scout, je ne suis pas fille de déportés, et je ne suis pas non plus venant de l'orphelinat, hein. Je ne viens pas non plus de l'orpho. Il n'a rien dit, il a fait un compte-rendu à ses chefs, il n'a rien dit, et l'après-midi, on est venu me chercher dans une petite pièce qui existe toujours à Drancy, sur le camp, à l'interrogatoire. Je me suis donc retrouvée toute seule dans une grande pièce, une table avec 3 bonshommes assis, moi de l'autre côté, où on m'a posé plein de questions, et moi j'ai mis dans un coin de ma tête de je ne jamais parler des parents, de les ignorer. C'est comme si je faisais partie de leur faux. Et quand on m'a demandé comment se fait-il que je suis là, j'ai simplement répondu avec un air un peu triste en disant mais mes parents ont été tués au bombardement de Noisy, je n'avais pas de papier, pas d'argent, je me suis crapahutée hors de la cave. Et connaissant l'institution, ce qui était vrai, je connaissais l'institution, puisqu'il y avait des filles qui étaient au scout avec moi, aux éclaireuses avec moi. Donc j'ai répondu, je connaissais l'institution, comme je n'avais rien que ce que j'avais sur le dos, je suis venue chercher pour me mettre à l'abri. J'ai jamais dévié d'un mot, j'ai toujours répondu la même phrase. Mes parents ont été tués au bombardement, ça aurait pu être vrai, puisqu'à Noisy, au cimetière municipal, on a tout un carré encore de gens tués du bombardement, avec toute une rangée où il y a inconnu U et inconnu avec un S. Alors, je sais qu'on leur a répondu, c'est l'assistante sociale de Noisy qui m'a dit qu'ils étaient venus vérifier, je leur ai dit, voilà, on a toute une... Venez au cimetière, vous verrez qu'on a des inconnus. Et moi, tous les ans, jusqu'à l'année dernière, à chaque cérémonie du 18 avril, je m'arrête en leur disant merci, c'est grâce à ces inconnus U ou inconnus US, où ils sont plusieurs dans la fosse, que mes parents étaient sauvés. Parce que j'ai toujours répété la même chose, puisque j'étais interrogée 2 jours après par une autre équipe, et pour clore, avant de partir, on est venu me rechercher pour la 3e fois, et on m'a donné une feuille de papier et une enveloppe, alors à qui on écrit, mesdemoiselles ou messieurs? Avant de partir, on nous a dit qu'on allait partir travailler en Allemagne. À qui on écrit, à votre avis? Eh bien non, on écrit à personne parce qu'il y avait encore 48 heures pour qu'on ait le temps d'aller les chercher. Si tu mets une adresse sur une enveloppe, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Comme j'ai pas donné l'adresse et j'ai rien donné, j'ai simplement dit, puisque la guerre va bientôt se finir, puisque les Alliés, quand nous on est arrêtés, quand nous on partira de Drancy, les Alliés sont à 20 km de Paris. Hein. Donc on n'a jamais pensé qu'on irait, quand on a dit qu'on allait partir en Allemagne, on n'est jamais arrivé en Allemagne. C'était programmé Birkenau, mais pour qu'il y ait pas de, pour que les Allemands s'imaginent qu'ils nous trompent une fois de plus, ils ne s'imaginent pas qu'ils nous trompent. C'est eux qui disent pour qu'on n'imagine pas où on va aller, puisqu'on ne part pas à Pitchopoy, le mot c'est Pitchopoy, c'est Pitachnak pour trifouiller les oies, c'est, voilà. Or qu'on n'est pas du tout parti en Allemagne, puisqu'on est parti directement chambre à gaz de Birkenau. Donc, ce fameux jour, j'ai donc dit très calmement, ben, la guerre va bientôt se terminer, puisque j'ai de la famille qui avait l'habitude de venir en Europe tous les ans, qui sont au Canada, qui avaient l'habitude de venir, vous leur direz que je suis partie avec mes camarades. Je pars avec le groupe. Or, le 31 juillet 1944, on sera 1300 dans la cour du camp de Drancy, dont un nouveau-né, un bébé de 10 jours dans une boîte en carton en guise de lit, de berceau, un vieux monsieur grabataire qui sera allongé par terre sur sa civière, qui ne fera pas 100 km, il sera déjà mort bien avant, mais qu'on mettra dans le wagon, et pareil. Et le 31 juillet 1944, on sera donc 1300 dans la cour, arriveront plein d'autobus, 50 personnes monteront dans chaque autobus, les bagages sur la plateforme, c'est des vieux autobus de l'époque, les bagages sur la plateforme,
un militaire allemand avec un fusil mitrailleur au travers de la poitrine, 50 personnes au fond de l'autobus. Et on traversera de Drancy sous le ciel bleu, très bleu, en chantant. Hein, même l'international, je crois, a été chanté par certaines des filles. Donc, tout le monde nous a vus, hein, on n'est pas parti en catimini ni rien. Tous les Drancéens nous ont vus à 8h30 du matin, au mois de juillet, il fait beau, il fait le soleil brille, donc on a été vus par beaucoup de monde. On arrivera alors sur la route nationale à Bobigny, où il y a l'ancienne gare de triage, où il y a un immense train de wagons à bestiaux, et entre chaque wagon, il y a un militaire avec un fusil mitrailleur au travers de la poitrine. Les petits sont montés, on a fait monter les petits par 60 dans chaque wagon. Si vous avez vu le wagon à Drancy, c'est 8 chevaux, 40 hommes. Là, on a mis 60 petits pour qu'on puisse les allonger. On leur a mis plein de boîtes de lait Nestlé, mais on a oublié de leur donner de l'eau. Il fait une chaleur à crever, caniculaire, il n'y a pas une goutte d'eau. Donc, ils ont soif, on n'a que du lait sucré à leur donner. Ils n'en veulent pas, ils ont soif. Il n'y a pas d'eau à leur donner. Quant à nous, on montera les grandes, on ne montera pas par 40, mais on montera par 100, on sera 100 dans le wagon. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, comptez-vous là, hein, combien c'est 100 personnes. La moitié assis, la moitié debout, on sera sur les genoux, sur les copines qui replieront du genou. Au milieu du wagon, il y a un seau d'eau et un seau vide. Ça sera inversement proportionnel. Le seau d'eau, il sera vidé dans l'heure qui suit parce qu'on a très soif. L'autre, il se remplira très très vite, c'est pour les besoins urgents. Et nous, on a encore eu la chance, on avait un couple de médecins, on a réuni nos baluchons deux en un, et avec le drap qui restait, on l'a mis autour du seau pour qu'on ait un petit coin d'intimité. Mais moi, j'ai des copines qui disent toujours, hein, on tenait le manteau et on se soulageait devant tout le monde. Hein, elles tenaient notre manteau pour qu'on ne nous voit pas trop faire pipi comme elle s'exprime. Et bien nous, on avait ce drap autour de cette tinette, et les rails ne sont pas tout droit, hein. Il y a des aiguillages, il y a des coups de frein, ça déborde. Quand c'est bien plein, que ça arrive, ça déborde partout. Avec la chaleur, c'est une puanteur à pas pouvoir rester. Donc on a essayé de redécrocher le drap, on l'a roulé et on voulait le balancer sur les voies, mais simplement on nous avait grillagé la trappe d'ouverture. Donc, on est resté jusqu'au bout avec le drap imbibé d'une puanteur pour celles qui étaient assises au fond du wagon près de ça. Et le train s'est arrêté quand on est dans le triage de Metz. Alors, ça a une raison très importante. Pourquoi il s'est arrêté? Alors, on nous a ouvert effectivement les portes, on a vidé la tinette, mais on ne nous a pas redonné d'eau. Mais par contre, pourquoi sommes-nous un arrêt spécial par là? C'est que le chauffeur et le mécanicien du train, qui étaient français, sont descendus du train, et à ce moment-là, le commandement du train est repris par 2 Allemands. Nos 2 premiers passeront sur l'autre voie et rentreront, puisqu'on est déjà en Allemagne, hein, on est déjà de l'autre côté de la frontière, rentreront en France, remonteront sur Paris, et là, le train roulera nuit et jour et nuit, sur le même tempo, et on arrivera, nous, dans la nuit du 2 au 3 août 1944, quelque part dans l'obscurité, puisqu'on nous a dit qu'on partait en Allemagne, on n'est jamais arrivé en Allemagne, on est arrivé dans un pays inconnu, et notre train s'est arrêté quelques minutes sous les portes de la mort, mais ça on le sait qu'après, hein, parce qu'avant les trains ne rentraient pas dans le camp, ils rentraient à l'extérieur à peu près à 800 mètres, et les déportés qui arrivaient, il y avait des camions d'un côté qui récupéraient tous les fatigués, les malades, la sélection, les hommes ou les femmes qui étaient sélectionnés allaient à pied, soit retourner à Auschwitz à pied qui est à 3 km, soit rentrer dans le camp d'extermination de Birkenau qui était à 500-600 mètres, traverser les champs. Et ça, en janvier 1944, cette voie de prolongement de la grande voie a été construite par des femmes, pour la plupart, de Birkenau, pour l'extermination des Juifs de Hongrie. Et là, vous pouvez bien écouter vos oreilles, 430 000 ont été assassinés en l'espace de 3 mois. C'est incroyable. Les trains attendaient les uns après les autres que les chambres à gaz soient libérées.
hein, tellement ça arrivait. Et nous, notre train qui est arrivé en pleine nuit, s'est arrêté sous le porche de la mort qui est, pour je vais vous en montrer, s'est arrêté quelques minutes. On a entendu des chiens aboyer, les chiens hurler, et on a surtout, on ne savait pas du tout où on était, c'est l'obscurité la plus complète. Voilà la fameuse porte de la mort. Alors, le train rentre comme ça, et les voies qui descendent avec un croisement, pour que le train puisse retourner. Il y a un train qui rentre, mais après il y a plus loin un train qui ressort, et les voies qui sont au bout, il y a 850 mètres à peu près, on ne peut pas aller plus loin. Ils sont pratiquement sur les 2 chambres à gaz les plus gauche et 3 à droite. Donc on est dans l'obscurité la plus complète quand on est tout au bout de la voie, et on entendra toujours des ordres en allemand et hurler aussi. Et quand les portes seront déverrouillées, il faut sauter sur le ballast, il faut sauter par terre, hein, dehors, il faut tout laisser dans le train. On verra arriver un groupe d'hommes en pyjama rayé, et les copines premières qui ont dit « T'as vu, on nous a dit qu'on allait travailler en Allemagne, mais regarde, c'est que des bagnards. » On ne savait même pas que le déporté portait un pyjama rayé, et on a vu les hommes, par 5, bien alignés, le dos un peu voûté, à regarder toujours le sol. Ils se parlaient, même comme on n'entendait pas, on ne comprenait pas ce qu'ils disaient, ils devaient se parler entre eux. Et c'est l'équipe du Canada, qu'on appelle l'équipe, sont des hommes qui sont là pour vider tous nos bagages, qui seront regroupés, retriés, et qu'on emmènera à un endroit qu'on appelle le Canada. Si un jour vous avez la chance l'année prochaine de faire une demande, puisque vous devez avoir, comme tous, un dossier au début de l'année, c'est à vous, les professeurs, de savoir si vous acceptez de faire un voyage selon le travail que vous leur avez présenté. S'ils gagnent. Ouais. Hein, et c'est comme ça que vous aurez en première la chance peut-être que votre dossier soit sélectionné. Ce voyage vous est offert, j'ai dit offert, oui. Ce voyage, c'est la région qui vous le paye. Vous n'avez qu'à vous présenter à l'aéroport, le petit déjeuner est dans l'avion, le repas de midi, avant c'était des sandwichs, on les emmenait, maintenant on les fait faire directement en Pologne. Voilà le temps, et tout vous est offert. Voilà, donc je referme la parenthèse, et nous on sera donc sélectionnés, triés, on verra un groupe d'Allemands venir, ils viennent du milieu de la route, dans le camp. Et puis ça va très très vite, c'est à gauche ou à droite, links ou rechts. On s'est retrouvés à voir tous nos camarades, parmi les filles, 10 sont restés sur le côté droit, les 20 autres, les 22 autres, eh bien, elles ont suivi la directrice, elles étaient orphelines, on ne peut pas leur reprocher, mais Madame Mortier avait des cheveux gris, elle est partie sur le mauvais côté, mais elle est sélectionnée, donc passée, et les filles l'ont suivie. Elles n'ont pas attendu qu'on leur dise à droite ou à gauche, elles ont voulu suivre Madame Mortier. Elles sont toutes parties du côté gauche, donc du mauvais côté. Sur le côté, il y a plein de camions, pardon, avec les phares allumés qui éclairent le train, parce que c'est l'obscurité la plus complète. Et parmi tous les camions, il y a une ambulance. Et moi, mes copines ont commencé par dire « Oh ben, si quelqu'un est fatigué, s'il y a quelqu'un qui est malade, elles ont peut-être le médecin ou peut-être une infirmière. » Ça, c'était ce qu'on pouvait imaginer. Ben, pas du tout. Dans l'ambulance, il y a des boîtes de cyclone B, autrement dit, des boîtes d'anhydride, des petits comprimés d'anhydride sulfurique, autrement dit, le gaz toxique, qui apporte au crématoire 2 les boîtes à la disposition pour exterminer, pour assassiner tous ces hommes et toutes ces femmes qui vont être choisis du mauvais côté. Dans mon convoi, sur les 1300, il y a 200 garçons qui ont été sélectionnés pour le travail, qui partiront à pied à Auschwitz. Et chez nous, on est 130 femmes qui sont parties, qui sont restées dans le camp. Alors, pour nous, on nous a regroupés, toujours par 5, on est remonté le camp, on a traversé le camp des Hongrois, puisque c'est un camp dans un camp, et on a passé par la petite forêt, on est passé, mais on ne savait pas non plus, personne ne nous a fait les présentations du camp, aux 2 crématoires plus petits, c'est-à-dire le 4 et le 5 qui sont dans la forêt,
Et on nous a continué, et là on nous a fait rentrer dans une immense pièce qu'on appelle, alors moi j'ai toujours dit la sauna, mais on m'a fait remarquer que c'était le sauna, autrement dit la désinfection. Autrement dit, quand tu rentres, quand on est rentré dans cette pièce, cette grande pièce, il y avait une capot, femme, qui hurlait et qui tapait, qui avait un gourou qui faisait que nous tapions dessus, et des Allemands, des SS qui étaient là, plein, au moins une vingtaine. Chacun hurlait, chacun tapait. Et la seule chose on ne s'est pas rebellé, ou on ne s'est pas rebiffé non plus, c'était quand on a eu les ordres de se déshabiller, de se mettre tout nu. Et ça, on ne voulait pas, on ne voulait pas se déshabiller. La honte, alors ça, c'est votre thème de concours, l'humiliation, la déshumanisation, l'humiliation de se déshabiller toute nue. Et ça, c'était pas possible. À force d'avoir pris des coups, on a une de nos copines que nous ne connaissions pas, qui avait été arrêtée à Lyon et qui était déjà passée entre les mains de Barbie et qui savait ce que c'était de se faire tabasser, a commencé par dire tout haut, allez les petites J3, c'était nous, les petites J3 ça correspondait à nos cartes de ravitaillement, on ne connaissait pas nos noms, on ne se connaissait même pas, on n'était même pas dans le même bâtiment à Drancy, on n'était même pas dans le même wagon non plus avec elle. Alors les petites J3, vous faites comme nous, vous vous déshabillez. Et là, ça a été le moment de panique générale, qu'on allait se mettre à poil toute nue devant tout le monde, devant nos camarades d'abord, devant les dames qu'on ne connaissait pas non plus, et devant tous ces Allemands qui étaient là, et également les capots et tout. Ça a été un moment très douloureux et très difficile, mais à force d'avoir été tabassés, on s'est retrouvés toutes nues. Et là, dans cette grande pièce, il y avait au fond de la pièce 2 hommes en pyjama réglé, un qui avait une espèce de bassine sur une caisse, avec, on voyait un bout de chiffon, mais l'autre il tenait quelque chose dans la main, mais on ne savait pas ce que c'était parce qu'on ne voyait pas. Alors le premier, une fois qu'on était à poil et mise à la queue leu les unes derrière les autres, il a fallu avancer, il tenait une tondeuse à la main. Et de là, on a été tendu depuis la racine des cheveux aux parties intimes, et le camarade qui était à côté dans sa bassine avait un désinfectant à base de chlore, j'en sais rien, c'était l'horreur, parce que comme la tondeuse fonctionnait pas très bien, il attrapait les cheveux, il les arrachait, il fallait que ça parte, et on avait presque toutes des plaies, des morceaux de peau de la tête, du cuir chevelu très exactement, qui était parti, et le camarade il passait ça, et ça brûlait tellement, on avait à hurler, à sauter au plafond, c'était un moment horrible. Et puis une fois qu'on était toutes tendues, on a beaucoup pleuré. Ouvre bien tes yeux pour voir si je te vois, parce qu'on avait confisqué des lunettes, alors on essayait d'essayer de voir la tronche qu'on pouvait avoir, et puis on ne voyait pas grand-chose. Alors après avoir bien pleuré, on a aussi la crise de rire idiote, mais on ne savait pas pourquoi on riait, c'était plus une crise de nerfs. On nous a demandé de nous remettre de nouveau les unes derrière les autres, à la queue leu, peu importe. Et puis il a fallu tremper les pieds dans un bac à Pédilux. Il y avait un désinfectant, juste pause. Et on quittait à ce moment-là la partie sale du camp et on rentrait de l'autre côté qui était la partie propre. On n'avait plus rien sur la tête, on était à poil, les pieds désinfectés, on est rentré dans un grand bâtiment comme ça, dans lequel il y avait plein d'hommes qui étaient là, qui travaillaient. Ils étaient devant des grosses machines, des étuves énormes. Et tous ces vêtements qui tournaient, quand la machine s'est arrêtée, eh bien, ils ont ouvert les portes et ils attrapaient et ils balançaient. Alors nous on a eu culotte de grand-mère ou un caleçon d'homme en guise de sous-vêtements. Toutes nos affaires sont restées, hein. Donc on était à poil avec une robe qui était toute mouillée, toute humide, toute cassée. Les petites avaient des robes longues, les grandes avaient des mini. On avait une copine en robe du soir et c'est tout ce que nous avons eu sur le dos par tous les temps à Birkenau pendant 3 mois, où il faisait une chaleur torride et que mes copines avaient des cloques, les blondes, celles qui avaient des peaux fragiles, elles avaient des cloques sur la tête, sur le rebord des oreilles tellement le soleil brûlait, puisqu'on est resté en quarantaine pendant plus de 3 mois. On allait faire quelques corvées de temps en temps chercher des briques, en dehors du camp, encadré par les SS. Il fallait ramener pas une brique ni deux, mais une brassée de briques qu'on déposait le lundi à droite. Mardi, on prenait les briques, on les mettait à gauche. Et puis un jour, on ne sortait pas et on recommençait.
Et parmi tout ce temps, la vermine en était bouffée par les poux. On a eu une épidémie de scarlatine d'abord et de typhus après. Donc les 3 mois de Birkenau, ça a été l'horreur de l'horreur, entre la peur de la sélection, puisqu'on avait la trouille de la sélection. Dès qu'on voyait un SS arriver, eh bien on commençait à trembler, puisque dès que le SS ou les SS, il était toujours accompagné, et il y avait toujours une, alors j'allais dire Schreibery, une secrétaire, parce que à partir du lendemain, tu n'as plus de nom, tu es tatoué, tu as un numéro sur le bras, et tu n'es plus un être humain, tu es moins qu'un... les chiens sont, leurs chiens sont mieux considérés que les humains, tu n'es même plus considéré comme un être, tu fais partie de la sous-race, donc tu n'es plus rien du tout, tu es à la merci des SS, tant qu'ils ont besoin de toi, que tu as la force d'utiliser, tu serviras, et dès que tu commences à faiblir et que tu te voûtes un petit peu, à la sélection, prochaine sélection, tu ne reviendras pas dans le groupe, on viendra te chercher, tu rejoindras la chambre à gaz. Donc Birkenau, ça a été l'horreur de l'horreur. On a quitté Birkenau après la fameuse sélection du docteur Mengele le 27 octobre 1944. On n'est pas arrivé au paradis, mais une chose est certaine, alors on est repassé par le Senat, la désinfection. Pendant 3 mois, on ne s'est jamais lavé, on n'a jamais eu une goutte d'eau sur le corps. On se gardait un tout petit peu d'eau noire du café du matin pour se laver le bout du nez. Ou comme Birkenau, c'est des anciens terrains marécageux, quand l'eau remontait par mauvais temps, alors on posait notre main délicatement sur la flaque d'eau, on ne bougeait pas parce que autrement c'était de la boue, on mouillait la main pour essayer de se laver le bout du nez. Donc pendant les 3 mois, ça a été pas l'enfer, mais tout comme, la peur de mourir, puisque la nuit on voyait les cheminées fumer et l'odeur. Et alors, la particularité que j'ai oublié de vous dire, c'est que la nuit où nous on est arrivés, dans la nuit du 2 au 3, on est parti le 31, mais dans la nuit du 2 au 3 août, quand on est rentré à Birkenau, arrivé à Birkenau, l'odeur était irrespirable. C'est tout le camp des Tziganes, 2972 hommes, femmes, enfants. Je les chiffre des archives, hein, je ne les ai pas inventés. J'ai eu l'opportunité, c'est pas moi, c'est mon frère qui travaille dans une boîte allemande. Et ce livre en a paru plus longtemps après Auschwitz, il y en a plus, c'est épuisé, ce sont les historiens qui ont travaillé sur les archives du camp, ça s'appelle le calendarium d'Auschwitz, où tout est marqué, mais rien n'est nominatif, que telle date à telle date, il est arrivé un convoi de Hongrie, un convoi de France, un convoi de Belgique, et chez nous, le convoi est arrivé dans la nuit du 2 au 3 août, c'est bien marqué, avec 1300 femmes, hommes, enfants, tant d'hommes sont partis là, tant de femmes sont parties là, et 978 sont partis directement à la chambre à gaz. Et dans ce calendarium, il y a marqué que la nuit où nous on est arrivés, tout le camp des Tziganes est parti à la chambre à gaz. L'odeur qu'on ne pouvait pas supporter dans tout le camp, c'était une odeur de chair brûlée, c'était insupportable. C'est toutes les Tziganes, hommes, femmes, enfants, qui étaient depuis des mois en famille, dans le camp des Tziganes, arrêtés et partis à la chambre à gaz. Donc nous, le 27 octobre, où on a été sélectionnés, on était encore aptes à travailler pour le Reich, on est parti dans les Sudètes, on a quitté l'enfer, on n'est pas arrivé au paradis, mais une chose était certaine pour nous, moralement, psychologiquement, c'est que dans les Sudètes, on y était pour travailler pour le Reich, il n'y avait pas de sélection et il n'y avait pas de chambre à gaz. Des mortes, on en a eu, de maladies contagieuses, on avait la gale en plus. Hein, mais voilà l'enfer, et l'enfer il a duré jusqu'au 9 mai 1945. Alors si ma mémoire est bonne, le 8 mai vous commémorez la capitulation sans condition de la France. Le 8 avril, vous avez un jour de congé, c'est la capitulation allemande, et nous ça a été que le lendemain, le 9, parce que si la France a signé la capitulation à Reims, nous, elle a été signée que le lendemain à Berlin, et nous, on a recouvré la liberté que le 9 mai 1945. Et je m'arrêterai là. Je crois que j'étais très bavarde.